Aux funérailles de ma mère, mon oncle a dit, elle méritait de mourir seule. Mon cousin a ajouté, personne ne l'aimait de toute façon. Puis un étranger en uniforme militaire s'est approché du cercueil et a dit, je lui dois tout. La salle est devenue silencieuse. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Lors des funérailles de ma mère, mon oncle s'est levé et a dit, elle méritait de mourir seule. Ma cousine a ajouté, personne ne l'aimait de toute façon. Je ne pouvais plus bouger. Je ne pouvais plus respirer. Je les ai juste regardés, les mains crispées autour du mouchoir plié sur mes genoux. Chaque mot était comme une gifle en plein visage, non seulement pour moi, mais aussi pour sa mémoire. Les gens se tortillaient mal à l'aise sur leurs chaises. Personne n'a rien dit, ni le pasteur, ni le reste de la famille. C'était comme si tout le monde était d'accord, ou du moins avait décidé de se taire. Puis la porte au fond de la salle s'est ouverte. Un homme en uniforme militaire vert foncé est entré. Grand, silencieux, peut-être à la fin de la trentaine. Il n'a regardé personne. Il a marché droit vers le cercueil. Le bruit de ses bottes résonnait sur le sol, un pas après l'autre. Il s'est arrêté devant le corps de ma mère, a retiré sa casquette et a baissé les yeux vers elle. Puis il a dit, je lui dois tout. La salle est devenue complètement silencieuse. Personne ne savait qui il était. Ni moi, ni mon oncle, ni même le pasteur. Et à ce moment-là, tout ce que je croyais savoir sur ma mère et sur les gens qui prétendaient la connaître le mieux a commencé à changer. Laissez-moi vous ramener quelques jours avant les funérailles. La maison était trop silencieuse. Pas le genre de silence paisible dont les gens parlent dans les films, mais le genre de silence vide. Le genre qui vous enveloppe comme une couverture mouillée et vous fait sentir plus lourd juste par votre existence. J'étais assise à la table de la cuisine de ma mère, la même où elle écrivait des listes de courses sur de vieux reçus. Sa tasse à café ébréchée était toujours près de l'évier. Son écharpe était encore drapée sur la chaise, comme si elle pouvait revenir la prendre à tout moment, mais elle ne reviendrait pas. Je m'appelle Jessa Callaway. J'ai 33 ans, et ma mère, Lenora Callaway, était la femme la plus compliquée que j'ai jamais connue. Pour certains, elle n'était qu'un récit édifiant, un exemple de ce qu'il ne fallait pas être, chuchoté derrière des portes closes. Mais pour moi, elle était la force incarnée. Imparfaite, oui. Désordonnée, absolument. Mais elle avait un cœur qui n'arrêtait jamais de donner. Même quand le monde ne lui rendait rien, organiser ses funérailles, c'était comme essayer d'organiser un adieu pour quelqu'un qui n'avait jamais eu un véritable bonjour. Personne n'a offert son aide. Mon téléphone est resté silencieux. Pas de cousin qui appelle. Pas de plats apportés à la porte. Juste moi, assise avec le directeur des pompes funèbres, essayant de répondre à des questions comme « Appartenait-elle à une église ? Devons-nous nous attendre à une foule ?» Je voulais dire qu'elle n'allait pas à l'église. L'église la jugeait. Et non, je ne m'attendais pas à une foule. En fait, je m'attendais à une dispute. Mon oncle Barrett avait déjà fait connaître ses sentiments. Il n'avait pas parlé à ma mère depuis plus d'une décennie. Il lui reprochait des choses que personne n'osait mentionner directement. Ses années d'insouciance, la façon dont elle avait apporté la honte à la famille après le divorce, après les dettes, après tout. Son fils, mon cousin Milo, était pire. Il prenait l'amertume de son père et la portait comme une armure. J'aurais dû me préparer à ce qu'ils allaient dire aux funérailles. J'aurais dû m'y attendre. Mais une partie de moi espérait qu'ils se tairaient au moins, juste pour un jour. Les funérailles ont eu lieu dans une petite salle du Ridgemont Memorial. Le genre d'endroit qui sentait le vieux bois et le pot pourri. Il y avait peut-être une douzaine de personnes dispersées sur les bancs. Quelques collègues de l'épicerie où elle travaillait de nuit, un ou deux voisins et une femme que je ne reconnaissais pas, assise au fond, qui a pleuré silencieusement tout le temps. Je portais le médaillon en argent de ma mère. Elle me disait que c'était un cadeau de quelqu'un qu'elle avait aimé autrefois. Elle n'a jamais dit qui. Je me souviens lui avoir demandé une fois, et elle a répondu « Certaines histoires ne commencent qu'après votre départ ». Je ne comprenais pas à l'époque. Je ne comprends toujours pas complètement. Le pasteur a lu une courte prière. Il ne l'avait jamais rencontré. Je pouvais le deviner à la façon dont il prononçait son nom, comme si ce n'était qu'une autre ligne de son script. Il n'y avait aucune chaleur dans sa voix, aucune idée de qui elle était vraiment. Ça m'a piqué, mais je suis resté immobile. Cette journée ne me concernait pas. Puis Barrett s'est levé. Personne ne lui avait demandé de parler. Il ne m'a même pas regardé en se levant de son siège et en se dirigeant lentement vers l'avant. J'ai senti mon estomac se nouer.
Il a ajusté le microphone comme s'il avait quelque chose de profond à dire. Au lieu de ça, il a regardé la salle, a ricané et a dit « Ne prétendons pas qu'elle était quelqu'un qu'elle n'était pas. » Lenora a choisi sa voie, et elle en a payé le prix. Elle a repoussé tout le monde. Elle est morte seule parce que c'est ce qu'elle a mérité. Quelques hoquets d'étonnement ont résonné dans la pièce. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Ma mâchoire s'est crispée, mais mes mains tremblaient. Puis, Milo, les bras croisés et avec un sourire narquois, a ajouté depuis son siège « Personne ne l'aimait de toute façon. Personne ne lui a dit de se taire. Personne n'a interrompu. Le pasteur s'est juste agité maladroitement et n'a rien dit. J'ai regardé autour de moi. Les gens baissaient les yeux. Certains chuchotaient. Personne ne l'a défendue. Personne ne s'est levé pour elle. J'ai senti quelque chose se briser au plus profond de moi. La colère, le chagrin, la honte, et une sorte d'amour féroce qui me brûlait la gorge. Mais juste au moment où je repoussais ma chaise, prête à parler, la porte du fond s'est ouverte. Et c'est là qu'il est entré. Il n'avait rien à faire là. C'est ma première pensée. L'homme qui est entré par la porte du fond portait un uniforme de cérémonie de l'armée impeccablement repassé. Il semblait avoir entre 35 et 40 ans, rasé de près, le regard sérieux, bâti comme quelqu'un qui avait vu des choses difficiles et avait survécu pour les porter. Il n'a pas jeté un regard à la salle. Il n'a pas hésité. Il a simplement marché d'un pas régulier vers le cercueil de ma mère. Barrett s'est retourné pour le regarder, clairement confus. Milo a froncé les sourcils. Il ne le connaissait pas. Moi non plus. Il a atteint le cercueil, a retiré son chapeau et est resté un moment en silence. Puis il a murmuré quelque chose à voix basse, des mots que je n'ai pas pu saisir, et a posé doucement sa main sur le bord du cercueil, comme s'il saluait une vieille amie. Puis il a dit « Je lui dois tout ». Ces mots ne sont pas tombés comme une déclaration. Ils sont tombés comme une pierre dans une eau calme. Tout le monde s'est figé. La femme qui pleurait au fond a cessé de sangloter. Le pasteur avait l'air stupéfait. Même Barrett ne parlait plus. L'homme s'est tourné lentement pour nous faire face, et sa voix a porté, pas forte, mais claire. Je sais qu'aucun de vous ne me connaît, mais je connaissais Lenora Callaway mieux que la plupart, je pense. Elle m'a sauvé la vie. Il m'a regardé droit dans les yeux. Vous devez être sa fille. J'ai hoché lentement la tête, essayant toujours de comprendre ce qui se passait. Barrett a marmonné dans sa barbe. Sauver sa vie. Ouais, bien sûr. L'homme s'est tourné vers lui. Vous n'êtes pas obligé de me croire, mais je vais vous le dire quand même. Il a pris une profonde inspiration. Il y a 20 ans, j'avais 17 ans et je vivais dans la rue. Mes deux parents étaient morts. Je n'avais ni frère ni sœur, et j'étais sorti du système de famille d'accueil sans direction, sans argent, sans aucune idée de ce qui allait suivre. C'était en novembre, il faisait froid. Je dormais derrière la benne à ordures d'une épicerie sur la 3e et Ridge. Une nuit, une femme est sortie par la porte de derrière avec un sac poubelle. Elle m'a vu. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas appelé la police. Elle m'a demandé si j'avais faim. Il a fait une pause, balayant la pièce du regard. Cette femme était votre sœur, votre tante, votre mère. Elle m'a donné des restes de soupe et une couverture chaude de sa voiture. Et la nuit suivante, elle est revenue. Et la suivante, pendant 3 mois, elle s'est assurée que j'avais quelque chose de chaud à manger et quelque chose de sec pour dormir. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Ma mère ne m'avait jamais rien raconté de tout ça, pas une seule fois. L'homme a continué. Elle n'a jamais rien demandé. Elle ne faisait pas de grands discours. Elle ne m'a pas fait sentir comme si j'étais un projet. Elle m'a traité comme un être humain. Quand je lui ai dit que je voulais m'engager dans l'armée, elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Alors tu ferais mieux d'arrêter de dormir derrière des bennes à ordures et de commencer à te tenir droit. » Et elle m'a donné un billet de bus pour le bureau de recrutement. Milo s'est penché vers son père, lui chuchotant quelque chose avec un sourire narquois. Barrett avait l'air mal à l'aise, mais il n'a pas interrompu. L'homme les a ignorés. J'ai ensuite servi 3 fois en mission. J'ai bâti une carrière. J'ai une famille. Je suis maintenant mentor pour des jeunes à risque. J'ai passé la dernière décennie à aider des jeunes qui étaient comme moi. Et chaque fois que j'aide quelqu'un, c'est grâce à elle. Il a de nouveau regardé le cercueil. Elle n'était peut-être pas aimée de vous tous, mais elle était aimée de moi, respectée par moi, et je sais que je ne suis pas le seul. Elle a laissé une marque. Vous n'avez simplement jamais regardé d'assez près pour la voir. J'ai senti des larmes couler sur mon visage. Et pour la première fois de la journée, ce n'était pas seulement des larmes de chagrin.
Barrett s'est levé, essayant de reprendre le contrôle. Vous ne savez pas ce qu'elle a fait à cette famille. L'homme s'est approché. Peut-être pas, mais je sais ce qu'elle a fait pour moi, et je pense qu'au final, ça compte pour quelque chose. Barrett s'est rassis, la mâchoire serrée. Milo a croisé les bras et s'est détourné. J'ai de nouveau regardé la salle. Les gens ne chuchotaient plus. Ils écoutaient. Les visages s'étaient adoucis. Quelques-uns ont hoché la tête. La femme au fond a essuyé ses larmes. Ma mère, la femme qu'ils avaient tous rejetée et méprisée, venait d'être ressuscitée devant eux. Pas comme une honte, pas comme un échec, mais comme une sauveuse. Silencieuse, non remerciée et inoubliable. Je me suis levé et j'ai fait face à la salle. C'était ma mère, tout entière. Et je ne laisserai personne se souvenir d'elle comme étant moins que ça. Le silence qui a suivi n'était pas gênant. Il était plein, lourd de sens. Et dans ce silence, le conflit ne s'est pas seulement consumé. Il s'est transformé. Je me souviens à peine de m'être assise. Mes mains tremblaient encore et mon pouls battait la chamade, comme si j'avais couru un marathon sans bouger d'un pouce. Cet homme, Anthony Vega, venait de faire voler en éclats tout ce que je croyais établi. La réputation de ma mère, la version de mon histoire familiale, mon silence, tout était brisé. Pendant si longtemps, je les avais laissés la définir. Je les avais laissés transformer sa vie en quelque chose de petit et de honteux. Je les avais laissés décider que parce qu'elle avait lutté, parce qu'elle ne souriait pas aux événements de l'église ou n'organisait pas des Thanksgiving parfaits, elle n'avait pas d'importance. Mais maintenant je savais. Je le sentais dans ma poitrine. Elle comptait. Elle comptait pour quelqu'un. Et ça valait tout l'or du monde. Après la fin des funérailles, la salle s'est vidée rapidement. Les collègues ont offert de douces condoléances, les yeux un peu plus écarquillés qu'auparavant. Milo est sorti en trombe avec à peine un mot. Barrett est resté en arrière, se tenant raide près de la porte, l'air de vouloir dire quelque chose, mais sans jamais trouver le courage. Je m'en fichais. Ce qui importait, c'était Anthony. Il attendait près du cercueil, silencieux et respectueux, comme s'il n'était pas prêt à la quitter non plus. Je me suis approché de lui, me sentant encore instable mais déterminé. « Puis-je vous demander quelque chose ?» ai-je dit. Il a hoché la tête. « Bien sûr. Pourquoi êtes-vous venu aujourd'hui ?» Anthony a pris une profonde inspiration. Parce que pendant 20 ans, je me suis promis de trouver un moyen de la remercier, mais elle a déménagé, changé de numéro. Je n'arrivais pas à la retrouver. J'ai seulement appris son décès il y a 2 jours. Quelqu'un du magasin l'a publié en ligne. J'ai conduit toute la nuit pour arriver ici. Vous n'aviez pas à faire ça. Si, je le devais, a-t-il dit sans hésitation. Les gens comme elle. On ne leur érige pas de statut. Ils ne font pas les gros titres, mais on devrait se souvenir d'eux, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête, ravalant la boule que j'avais dans la gorge. Merci pour ce que vous avez dit, pour tout. Il a fouillé dans la poche de son manteau et m'a tendu quelque chose, une vieille photo délavée. Elle montrait ma mère, beaucoup plus jeune, debout à côté d'un adolescent maigre avec une coupe en brosse. Ils étaient devant un restaurant. Elle avait son bras autour de son épaule et elle riait. Je garde ça dans mon portefeuille depuis le jour où elle m'a donné ce billet de bus, a-t-il dit. Elle m'a dit de prendre une photo pour que je me souvienne que je n'étais pas invisible. J'ai pressé la photo contre ma poitrine. Elle ne m'a jamais parlé de vous, de rien de tout ça. Elle n'aimait pas parler d'elle. Elle ne parlait que de vous. C'est à ce moment-là que tout est devenu clair. Ma mère n'avait pas honte de son passé. Elle ne voulait simplement pas que ce soit un fardeau pour moi. Elle a tout porté seule pour que je puisse marcher plus légère. Et moi, j'étais là, à laisser des gens comme Barrett traîner sa mémoire dans la boue. Plus maintenant. Je suis rentré chez moi ce soir-là et je me suis assise à son bureau. Il était encombré de bouts de papier, de vieux reçus, de recettes découpées, de notes manuscrites dans les marges d'enveloppes déchirées. Et sous tout ça, j'ai trouvé un carnet. À l'intérieur, elle m'écrivait des lettres. Certaines étaient à moitié finies. D'autres étaient décousues. Mais une page a attiré mon attention. L'encre était plus foncée, l'écriture plus stable. Il était écrit « Si tu lis ceci, ça veut dire que je suis parti. J'espère que je t'ai rendu fier. Je sais que je n'étais pas toujours facile à aimer, mais j'ai essayé. Mon Dieu, j'ai essayé. Pas seulement pour moi, pour toi. Je ne voulais pas que tu deviennes moi. Mais peut-être que maintenant je réalise qu'il n'y a rien de mal à être quelqu'un qui se bat avec acharnement et qui aime en silence. Je me suis effondré juste là. Et quand je me suis relevé, je savais ce que je devais faire.
Je n'allais pas laisser son histoire mourir dans cette pièce froide et pleine de jugement. Je n'allais pas laisser les voix les plus fortes réécrire sa vie simplement parce qu'elle couvrait la vérité silencieuse. J'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai commencé à écrire. D'abord, une entrée de journal, puis un post, puis une lettre au journal local. J'ai parlé de la femme qui accueillait des étrangers, de la femme qui cumulait 2 emplois et rentrait quand même à la maison pour faire de la soupe. La femme qui m'a appris à être gentille même quand personne ne regardait. Je me fichais que quelqu'un d'autre y croit. Je connaissais la vérité maintenant. Et j'allais m'assurer que le monde la connaisse aussi. Car si ma mère pouvait changer la vie entière de quelqu'un avec une couverture et un repas chaud, alors le moins que je puisse faire était de changer la façon dont le monde se souvenait d'elle. En commençant par son nom, Lenora Callaway, une femme qui a sauvé des vies sans avoir besoin d'être vue. Quelques jours après les funérailles, j'ai reçu un message d'Anthony. C'était court, juste une phrase et une adresse. Tu devrais voir ça. Elle n'a jamais cessé d'aider. J'ai failli ne pas y aller. Une partie de moi voulait rester dans la chaleur des souvenirs que je venais de découvrir. Juste moi, ma mère, et les pages de sa force tranquille. Mais la curiosité me tiraillait. S'il y avait plus à son histoire, je devais le savoir. L'adresse m'a conduite à un centre communautaire à environ 1 heure de la ville. Ce n'était pas luxueux. La peinture de l'enseigne était écaillée et les marches du perron grinçaient sous mes pieds. À l'intérieur, les murs étaient couverts d'œuvres d'art, de peintures et de poèmes, certains enfantins, d'autres bruts et émouvants. Le genre d'art qui vient de personnes qui ont traversé des tempêtes. Une femme m'a accueilli à la réception. Vous devez être Jessa. J'ai cligné des yeux. Oui. Comment le saviez-vous? Elle a souri. Nous vous attendions. Anthony a dit que vous viendriez peut-être. Suivez-moi. Elle m'a conduite dans un couloir et dans une petite pièce bordée d'étagères de livres, de chaises dépareillées et d'un tableau d'affichage couvert de polaroïdes. Sur le mur du fond, il y avait une photo encadrée de ma mère. Ça m'a coupé le souffle. Elle était plus jeune, la quarantaine peut-être, portant une veste en jean et tenant un plateau de cupcakes. Autour d'elle, 3 enfants lui souriaient comme si elle avait décroché la lune. La légende en dessous disait « Mademoiselle Lenny, notre ancre ». Je me suis tourné vers la femme à côté de moi. Elle était bénévole ici. Elle a hoché la tête. Plus que ça, elle a sauvé cet endroit. Nous étions sur le point de fermer. Pas de financement, à peine de personnel. Votre mère est arrivée un après-midi et a demandé si nous avions besoin d'aide. Elle a nettoyé. Elle a cuisiné. Elle a animé du soutien scolaire. Elle a donné des ateliers d'écriture à des adolescents qui ne parlaient à personne d'autre. Elle n'a jamais demandé de reconnaissance. Elle était juste là. J'ai senti les larmes monter avant de pouvoir les arrêter. Elle ne me l'a jamais dit. Elle ne le faisait pas pour qu'on se souvienne d'elle. Elle le faisait parce qu'elle savait ce que c'était que d'être invisible. Je me suis approché du tableau d'affichage et j'ai regardé les photos. Dans chacune d'elles, elle avait l'air heureuse. Pas seulement souriante, mais vraiment en paix. Ses yeux, qui semblaient si souvent fatigués quand elle rentrait à la maison le soir, pétillaient sur ses photos. Il y avait aussi des notes manuscrites. L'une disait « Mademoiselle Lenny m'a appris à écrire ma première histoire ». Une autre, quand je voulais abandonner l'école, elle m'a dit que ma voix comptait. Je l'ai cru. J'ai caressé du bout des doigts les bords du tableau, absorbant chaque mot comme de l'oxygène. Elle n'avait pas été la femme que ma famille prétendait. Loin de là. Elle n'avait pas vécu une petite vie. Elle en avait vécu une cachée, remplie d'un pouvoir silencieux, de petits actes qui se sont transformés en grands changements. Pendant des années, j'avais porté son histoire comme une tragédie. Mais maintenant, je la voyais pour ce qu'elle était vraiment. Une histoire de survie, de sacrifice, d'un amour qui n'avait pas besoin d'applaudissements pour compter. Anthony m'a rejointe dehors quand je suis parti. Il était appuyé contre son camion, les mains dans les poches, regardant le ciel s'assombrir. Elle venait ici tous les jeudis, a-t-il dit. Qu'il pleuve ou qu'il vente. Je ne connaissais pas cette version d'elle, ai-je dit. Il a hoché la tête. La plupart des gens ne la connaissaient pas, mais il n'est pas trop tard pour raconter cette histoire. Et c'est là que j'ai su ce que je devais faire. Je suis rentré chez moi, j'ai ouvert le brouillon du poste que j'avais commencé après les funérailles, et j'ai tout réécrit. Cette fois, il ne s'agissait pas de la défendre. Il s'agissait de la célébrer. J'ai inclus la photo du centre, les notes des enfants, les mots d'Anthony, et même quelques pages de son carnet. J'ai raconté toute l'histoire d'une femme que le monde avait rejetée mais qui refusait de rejeter quiconque.
Quand j'ai cliqué sur publier, je ne m'attendais pas à grand-chose, mais en quelques heures, ça s'est répandu. Les gens l'ont partagé, commenté, ont raconté leurs propres histoires, des étrangers qu'il avait rencontrés au refuge, des jeunes qu'elle avait mentorés, d'anciens collègues qui se souvenaient qu'elle apportait toujours de la nourriture supplémentaire pour les nouveaux qui n'avaient pas les moyens de déjeuner. Un commentaire disait « Je n'ai jamais su son nom, mais elle m'a donné une couverture quand j'avais 13 ans et que je dormais sous un pont. Merci de me rappeler qui elle était. » Un autre disait « C'était une héroïne silencieuse. Merci de l'avoir fait entendre. » Et c'est là que j'ai réalisé que ma mère n'avait pas eu besoin que le monde la voie. Elle avait juste besoin qu'une personne dise enfin la vérité. Cette personne, ça allait être moi. Cela fait 3 mois depuis les funérailles. Je ne peux toujours pas passer devant le Ridgemont Memorial sans sentir un pincement au cœur. Mais maintenant, ce n'est plus seulement le chagrin qui se manifeste. C'est de la fierté, de la gratitude, une étrange douleur douce qui me rappelle que ma mère comptait. Pas seulement pour moi, mais pour les gens qu'elle a sauvés, pour les vies qu'elle a touchées. Pour une communauté qui la connaissait, non pas comme un récit édifiant, mais comme une constante silencieuse dans le chaos de leur monde. Depuis que j'ai publié le post, quelque chose d'inattendu s'est produit. L'histoire n'a pas seulement résonné, elle a voyagé. Elle a atteint des endroits que je n'aurais jamais imaginés. Un journaliste local m'a appelé. Puis un blog national l'a reprise. Et soudain, le Nora Callaway, ma mère, n'était plus une note de bas de page. Elle était un sujet principal, un nom prononcé avec révérence, pas avec ridicule. Une des jeunes du centre communautaire, enfin, plus une jeune maintenant. Elle a 24 ans, m'a contacté. Elle s'appelle Dani. Elle m'a dit que ma mère l'avait aidée à rester à l'école quand sa vie de famille s'est effondrée. Elle n'avait rien d'autre qu'un sac poubelle rempli de vêtements et beaucoup de colère. Mais ma mère a vu quelque chose en elle. Elle n'a pas essayé de me réparer, a dit Dani. Elle a juste écouté. Et quand j'ai échoué à un cours, elle m'a dit que l'échec n'était pas la fin, à moins que je ne décide de rester là. Dani est maintenant dans sa dernière année d'université, elle étudie pour devenir assistante sociale, grâce à ma mère. Il y en a eu d'autres aussi. Une femme qui avait fait des allers-retours dans les refuges pendant la majeure partie de sa vingtaine a dit « Ma mère lui a donné une paire de bottes un hiver et s'est assise avec elle pendant qu'elle pleurait. » Un ancien collègue s'est souvenu comment elle écrivait des petits mots d'encouragement et les laissait dans la salle de pause. Des citations sur la force, la survie et le fait de se relever. Et puis il y a eu la lettre, celle que j'ai trouvée glissée dans le dernier livre qu'elle lisait. Elle m'était adressée, pas de manière dramatique et cinématographique, juste une enveloppe ordinaire avec mon nom griffonné de son écriture inégale. À l'intérieur, elle écrivait « Si jamais tu te demandes ce que j'essayais de faire de cette vie, la réponse est simple. Je voulais redonner ce que je n'ai jamais reçu. Je voulais prouver qu'être brisé ne signifiait pas être inutile. Et si ne serait-ce qu'une seule personne se souvient de moi comme quelqu'un qui a rendu les choses un peu moins lourdes, alors je considérerais ça comme une victoire. » Je lis cette lettre chaque semaine, parfois à voix haute, parfois en silence, la main pressée contre le papier comme s'il pouvait encore être chaud de son contact. Ma relation avec ma famille ne s'est pas guérie par magie. Barrett ne m'a pas parlé depuis les funérailles. Milo m'a envoyé un message, court et peu sincère, disant que j'étais dramatique et que je faisais une sainte d'une personne qui avait tout gâché. Mais je n'ai plus besoin de leur approbation. Je pensais que défendre ma mère signifiait les convaincre qu'elle était meilleure qu'ils ne le prétendaient. Maintenant, je sais mieux. Il ne s'agit pas d'eux du tout. Il s'agit de la vérité. Et la vérité, c'est que ma mère était humaine. Elle a lutté. Elle a fait des choix difficiles. Mais à travers tout cela, elle a choisi la gentillesse. Elle a choisi d'élever les autres même quand elle sombrait. Elle a choisi de continuer à aimer même quand ça faisait mal. Et peut-être que le monde ne l'a pas applaudi pour ça. Peut-être que la plupart ne l'ont même jamais remarqué. Mais je le vois maintenant. Tout. Chaque longue journée de travail, chaque couverture chaude, chaque acte d'amour pour lequel elle n'a jamais attendu de reconnaissance. J'ai créé une bourse en son nom, le Fonds Lumière Discrète le Nora Callaway, pour les étudiants qui ont grandi dans des foyers ou des familles d'accueil et qui ont besoin que quelqu'un croie en eux. Je me suis dit que si elle pouvait donner autant avec si peu, alors peut-être que je pourrais utiliser ma voix pour porter sa lumière plus loin. Parfois, j'entends encore sa voix dans ma tête, fatiguée, douce, toujours honnête. Sois juste gentille, ma chérie, même si personne ne le voit, surtout à ce moment-là. C'est qui elle était. Et si jamais j'ai une fille, je lui dirai la même chose. Je lui parlerai de Lenora Callaway, non pas comme la femme que ma famille a abandonnée, mais comme la femme qui n'a jamais abandonné les autres.
Comme la femme qui a sauvé des vies avec de la soupe, avec des mots, avec le silence, avec un espoir têtu. Elle n'est pas morte seule. Elle est morte dans les mémoires. Et plus important encore, elle est morte en ayant rendu le monde meilleur, un miracle invisible à la fois. Et ça, je pense, c'est le plus bel héritage qu'une personne puisse laisser. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait penser à quelqu'un qui a donné en silence et aimé profondément sans jamais rien demander en retour, faites une chose aujourd'hui. Souvenez-vous d'eux. Prononcez leur nom. Racontez leur histoire. Et si vous pensez que plus de gens ont besoin d'entendre des histoires comme celle de ma mère, des histoires de gentillesse invisible, de force silencieuse et de rédemption dans les endroits les plus inattendus, s'il vous plaît, aimez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, et laissez un commentaire ci-dessous. Parlez-moi des héros discrets de votre vie, ceux qui ont tout changé sans demander à être remarqués. Je lis chaque mot, et je réponds quand je le peux. Et si vous êtes nouveau ici ou si cette histoire a signifié quelque chose pour vous, abonnez-vous à la chaîne. Je partage des histoires vraies qui explorent en profondeur ce que signifie aimer, perdre et vivre avec un but. Merci d'avoir regardé et merci de garder vivante l'histoire de Lenora Callaway.